Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je reçois cette semaine Maître Jean-François Leroux de l'étude MedLégal à Montréal. J'ai déjà reçu Maître Leroux à 2 reprises au cours du passé pour discuter de l'aide médicale à mourir dans un premier temps et de la suspension du droit à l'avortement aux États-Unis et ses potentielles répercussions. Au cours de l'entretien de cette semaine, nous revoyons le contexte actuel de l'AMM. Nous discutons des mises à jour récentes dans le dossier, notamment ce qui concerne les directives médicales anticipées, l'accès pour les personnes dont le seul problème médical est une maladie mentale et l'accès pour les mineurs. L'aide médicale à mourir est un domaine qui évolue rapidement. À preuve, le projet de loi 11 modifiant la loi concernant les soins de fin de vie a été adopté récemment, permettant l'élargissement de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir, notamment via des directives médicales anticipées. Je suis convaincu que vous allez apprécier cet entretien avec un expert du domaine. Bonne écoute. Jean-François, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'accepter l'invitation pour une 3e fois. Ça me fait plaisir. Au balado La santé au-delà des mots. Nous sommes dans les bureaux de MedLégal à Montréal. C'est bien ça. Sur la rue Roy-Est, donc sur le plateau Mont-Royal. Ouais. Les anciens locaux de Québécois. C'est exactement ça, absolument. C'est un bâtiment, je ne sais pas si on peut dire que c'est un bâtiment patrimonial, mais c'est effectivement le premier siège social de Québécois avant qu'ils migrent dans d'autres locaux. Puis c'est un bâtiment qui comprend beaucoup d'entreprises dans l'audiovisuel, compagnie de production. Nos voisins, c'est la compagnie Avanti, entre autres. Donc, c'est l'endroit où on a élu domicile. Alors, vous faites un peu bande à part avec un cabinet légal. Oui, absolument. Alors, nous sommes donc vraiment dans le feu de l'action. Donc, les auditeurs pourront entendre parfois les bruits de la rue. On s'en excuse, mais ça n'atteindra pas la qualité de tes propos. Donc, on est ici pour parler d'aide médicale à mourir. Je t'avais reçu la première fois pour discuter de ce sujet il y a plus d'1 an, je pense. Oui. Et il y a eu certains développements. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un secteur de légal ou éthique qui évolue rapidement si on compare avec peut-être d'autres facettes là, de ta pratique. C'est vrai qu'en général, le droit évolue lentement et c'est un domaine qui est passablement conservateur. Mm-hmm. Par ailleurs, je pense que la société était prête pour que ces changements-là s'opèrent depuis très longtemps. Quand on pense, par exemple, à l'affaire Rodriguez, qui est la première cause qui a été portée devant la Cour suprême pour discuter d'euthanasie, c'était quand même en 1993. Puis à ce moment-là, il faut se rappeler que la Cour suprême était quand même partagée là, presque à 50-50. Il y a seulement un juge qui a fait la différence dans le jugement. Alors c'est pour dire, je pense que c'est un sujet qui était mûr et pour lequel les changements législatifs qu'on observe au cours des dernières années s'inscrivent dans cette mouvance-là. Pour certains, c'est clair que ça va beaucoup trop vite. Ça, je pense que c'est certain. Par ailleurs, pour d'autres, ça ne va pas encore assez vite. En effet, pour les gens qui attendent, oui. On va y revenir tout à l'heure, notamment pour les directives médicales anticipées. Donc, alors, comme question d'introduction, je te demanderais, sommes-nous sur cette fameuse pente glissante dont plusieurs ont parlé dans le passé? Donc, Oui, puis qui est finalement l'argument. Je pense que c'est un des plus gros points qui est soulevé souvent par les détracteurs, c'est de se questionner
où est-ce qu'on s'en va avec ce genre de politique-là. Quand on a fait le procès de la Dutruchon en 2019, c'était un argument qui était soulevé. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on permet l'aide médicale à mourir pour certaines personnes, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas quelque chose qui est susceptible de s'étendre à d'autres au point où on ne sera pas en mesure de protéger des personnes vulnérables qui, dans un moment de faiblesse, seraient tentées de faire ce genre de demande-là? C'est l'objectif principal que poursuit le gouvernement fédéral dans l'encadrement de cette pratique-là. Dans tous les objectifs législatifs qui énumèrent quand ils légifèrent dans ce domaine-là, il y a toujours la question de vouloir protéger des personnes vulnérables qui, dans un moment de faiblesse, pourraient être tentés de faire une telle demande. Alors, la question de la pente glissante, c'est de savoir, il faut la définir. Hein? Tout à fait. C'est pas, déjà là, ça peut être en soi controversé. La réponse courte à cette question-là, pour moi, c'est sans aucun doute non. Donc, nous ne sommes pas sur une pente glissante. Si on regarde les statistiques qui sont disponibles, c'est un des avantages de légiférer dans un domaine comme celui-là, en se dotant, par exemple, d'une commission des soins de fin de vie qui a la responsabilité de quantifier tous les cas, tous les recensés, en évaluer aussi la qualité de l'acte. Ça nous permet de constater qu'il y a une certaine stabilité au niveau des données démographiques par rapport aux gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir, même s'il y a une augmentation des cas. Alors, en d'autres mots, oui, les cas augmentent. Par exemple, en 2019-2020, c'était 2,6 % des décès qui survenaient suite à une demande d'aide médicale à mourir. En 2021-2022, c'est 5,1 %. Alors, ça a doublé de 2019 à 2021-2022. Par contre, c'est encore des gens qui, dans 90 % des cas, ont plus de 60 ans. Alors, dans le dernier rapport, c'était même 93 % des gens qui ont plus de 60 ans. 66 % des gens, dans le dernier rapport, souffraient d'un cancer. Alors, l'extrême majorité des cas où c'est administré, c'est pour des cas de cancer et qui avaient un pronostic donc de survie qui était inférieur à 12 mois dans 85 % des cas. Alors, dans la grande majorité des cas, c'est des cancers, c'est des gens qui leur restent moins d'1 an à vivre. Et à ce moment-là, je pense que ça ne concerne pas les gens vulnérables qui, dans un moment de faiblesse, pourraient être tentés de formuler ce genre de demande-là, puisque les mesures de sauvegarde dont on s'est doté pour s'assurer que ça n'arrive pas comprennent, entre autres, une évaluation qui est obligatoire, qui est faite par 2 médecins qui doivent arriver aux mêmes conclusions quant au fait que les critères sont rencontrés. Alors, pour moi, il n'y a pas de dérive. Maintenant, aussi, 99 % des cas où l'aide médicale à mourir est administrée conformément à la loi. Donc, les médecins respectent la loi. Et pour nos auditeurs qui se questionnent peut-être sur le 1 % où ça n'a pas été respecté, en général, c'est des formalités, comme par exemple le fait de ne pas avoir une carte d'assurance maladie qui aura été renouvelée avant que l'aide médicale à mourir soit donnée. On sait qu'au Québec, pour pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir, ça prend une carte d'assurance maladie qui est valide. Mais si, par exemple, la personne, dans la foulée de sa maladie, la carte vient qu'à expirer puis elle n'est pas renouvelée en temps utile, les médecins n'en feront pas nécessairement un obstacle pour lui donner le soin puis éventuellement soulager ses souffrances. Donc, l'aide médicale à mourir, ça demeure un soin qui est approprié selon les médecins qui vont l'administrer parce que les critères sont rencontrés. Et oui, en nombre absolu, il y a un chiffre plus important, mais est-ce que ça correspond à une pente glissante? Pour moi, non. D'ailleurs, la plupart des sociétés matures en aide médicale à mourir, donc des sociétés où ça fait plusieurs années où c'est pratiqué, vont avoir des statistiques qui sont similaires, donc autour de 4 à 5 % des décès vont être associés à ça. Si on pense Belgique, Pays-Bas notamment. Oui, pays du Benelux, donc on est toujours autour de 4 à 5 % grosso modo. On a souvent l'impression qu'on ne peut pas parler d'aide médicale à mourir sans parler de soins palliatifs. C'est comme si on les comparait, les mettait en opposition. Parfois, on va arguer que c'est un déficit au niveau de l'offre de soins palliatifs qui augmente l'attrait de l'aide médicale à mourir. Dans ta pratique, dans ton expérience, est-ce que l'équation est directe? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre loi concernant les soins de fin de vie va définir les soins de fin de vie comme étant à la fois les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Donc,
en théorie, l'aide médicale à mourir, c'est la continuité des soins. Donc, c'est un processus continu où la première étape sera vraisemblablement les soins palliatifs. Et si on n'arrive pas à soulager les souffrances des patients, bien, peut-être que la prochaine étape, ça sera l'aide médicale à mourir. Donc, c'est un continuum de soins. Ça, c'est la vision certainement du Collège des médecins quand eux ont participé au débat pour la mise en place initiale de l'aide médicale à mourir. Maintenant, il faut savoir que la grande majorité des gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir ont de fait reçu des soins palliatifs. Donc, l'argument suivant lequel l'aide médicale à mourir, c'est dangereux, il faut y faire attention parce que ça signifie peut-être qu'on n'a pas des bons soins palliatifs et c'est la raison pour laquelle les gens vont avoir recours davantage à l'aide médicale à mourir, tient plus ou moins la route dans la perspective où la plupart des gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir ont dans les faits reçu des soins palliatifs. Maintenant, la loi concernant les soins de fin de vie, quand elle a été adoptée, nous a aussi permis d'avoir une garantie suivant laquelle tous les citoyens du Québec ont le droit d'exiger des soins palliatifs. Et j'espère que ça a permis d'atteindre l'objectif d'améliorer l'offre de services dans cette matière-là et de ne pas relayer ça, là, si vous voulez, à un soin de deuxième niveau ou quoi que ce soit. Donc, je ne pense pas que ça s'oppose. Je pense que c'est plutôt complémentaire. Et ce n'est pas... la grande majorité d'entre nous, on ne décédera pas suite à l'aide médicale à mourir. Mais par contre, on va pouvoir compter sur des soins palliatifs, j'ose croire, de qualité. Et lorsque les souffrances seront soulagées, ben, ça fera en sorte qu'on ne sera pas admissible à l'aide médicale à mourir puisque c'est un des critères qui est nécessaire pour y avoir accès. Avant d'aborder les 3 enjeux principaux sur lesquels je voulais t'entendre aujourd'hui, si tu me résumais un peu l'historique des grandes législations qu'on a eues au Québec, au Canada, C14, C7, tu parlais de la loi sur les soins de fin de vie. Oui. Un historique qui pourrait faire l'objet d'un épisode complet, mais oui, simplement pour situer un peu nos auditeurs. Définitivement. Donc, la loi concernant les soins de fin de vie, c'est la première loi qui a été adoptée en la matière au Canada. Donc, c'est une loi qui a été adoptée en juin 2014, mais qui est entrée en vigueur seulement en décembre 2015. Une loi québécoise. Loi québécoise. Il faut en être très fier parce que c'est quand même donc le résultat d'un processus démocratique exceptionnel où est-ce que tous les partis donc ont participé de façon non partisane, j'oserais croire, à ce débat-là, et qui a mené à l'adoption d'une loi où c'était aussi audacieux parce qu'on se trouvait à légiférer sur un domaine qui pourrait être en contradiction avec le code criminel qui ne permettait pas l'aide au suicide à l'époque. Mais il fallait trouver une façon de le faire dans le champ de compétences du provincial. Alors, on se rappelle que la compétence de la santé, donc, c'est une compétence d'abord et avant tout provinciale, mais le criminel, c'est une compétence qui est uniquement fédérale. Donc, il pouvait y avoir un débat constitutionnel qui pouvait être envisagé si jamais on légiférait de manière telle qu'on contournait le code criminel, mais on a trouvé une façon de faire une loi relative à la santé. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la loi concernant les soins de fin de vie. Hein? Donc, il n'y a pas le mot euthanasie, il n'y a pas le mot aide médicale à mourir dans le titre de la loi non plus. Et par la suite, on définit les soins de fin de vie, comme je l'indiquais, comme étant de l'aide médicale à mourir. Alors, façon savante et habile d'arriver à légiférer dans ce domaine-là. Ça a été la première loi qui, en parallèle, donc, au niveau fédéral, on a connu un parcours un peu plus chaotique, j'oserais dire, alors que c'est plutôt la voie des tribunaux qui a amené un changement législatif. Alors, c'est l'affaire Carter qui est venue contester donc l'interdit qu'on retrouve au code criminel en lien avec l'aide au suicide. C'est la même disposition qui était attaquée dans l'affaire Rodriguez en 1993 et la Cour suprême, de façon unanime, est arrivée à la conclusion que cet interdit-là en lien avec l'aide au suicide n'était pas constitutionnel. Et le gouvernement fédéral a donc dû répondre à la décision de la Cour suprême en adoptant la loi C14. Donc, la loi C14, c'est la première loi au fédéral qui va venir répondre à l'arrêt Carter en éliminant, en modulant l'interdiction au suicide, en adoptant une politique qui est calquée sur le Québec. Alors, finalement, quand on regarde le détail des articles qui ont été adoptés au fédéral en réponse à l'arrêt Carter, c'est grosso modo un copier-coller de la loi québécoise qui réservait l'aide médicale à mourir aux gens qui étaient en fin de vie.
Et là, ben, c'est ce qui était un peu particulier à l'époque, c'est que l'arrêt Carter ne discutait pas de ce critère-là de fin de vie pour permettre aux gens d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Les seuls critères qu'on énumérait, c'était de souffrir donc d'une maladie grave et incurable et d'avoir des souffrances intolérables tout en étant majeur. Alors, de voir que le gouvernement fédéral a adopté une loi qui réservait l'accès à l'aide médicale à mourir aux gens qui étaient en situation de fin de vie, ça en a fait sourciller plusieurs. Et c'est dans cette foulée-là qu'il y a eu donc une contestation judiciaire de ce critère-là. Donc, il y a une première contestation judiciaire qui a émané de la Colombie-Britannique, qui est l'affaire Lamb. Et il y a une deuxième contestation judiciaire qui émane du Québec, où j'étais coprocureur dans l'affaire Gladu-Truchon. Suivant cette décision-là où on a invalidé le critère de fin de vie comme critère pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, le gouvernement fédéral a dû adopter une nouvelle loi, qui est la loi C7, où là, on a retiré le critère de, on dit au fédéral, le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible, mais pour les fins de la discussion, je pense que c'est plus facile de discuter de fin de vie. Donc, on l'a invalidé comme étant un critère pour y avoir accès. Mais on l'a conservé pour définir 2 chemins pour y avoir accès. Et selon le chemin dans lequel on se trouve, il y a différentes modalités qui peuvent s'ajouter. Alors dorénavant, puis c'est le système qui existe aujourd'hui, quand on est dans une situation clinique qui ne correspond pas à une fin de vie, donc où le décès n'est pas prévisible dans un délai de 12 à 18 mois, grosso modo, à ce moment-là, il y a un délai de 90 jours qui va devoir s'écouler entre l'évaluation initiale et le moment où on recevra l'aide médicale à mourir. Et lorsqu'on est plutôt dans une situation de fin de vie, ce délai-là n'existera pas. Il y aura également la possibilité, selon cette loi-là, de renoncer au consentement final avant de recevoir l'aide médicale à mourir, puisque c'est une des exigences qui est prévue à la loi. Donc, avant de recevoir l'aide médicale à mourir, il faut réitérer son consentement que c'est ce qu'on souhaite recevoir comme soin. Mais on voyait que certaines personnes refusaient de prendre, par exemple, une médication antidouleur de peur de perdre leur aptitude à consentir. Et pour éviter cette situation-là, le gouvernement a décidé de permettre, dans des situations de fin de vie, de renoncer à ce consentement final-là à l'avance en complétant un formulaire à cet effet-là, de sorte que si entre le moment où il a été convenu de la date où vous alliez recevoir l'aide médicale à mourir et le moment où le médecin se présente pour administrer le soin et que vous êtes en perte de contact avec la réalité à cause de votre condition cognitive, on va quand même vous donner l'aide médicale à mourir. Donc, des changements importants qui ont eu lieu à travers donc, la loi C7 là, qui a été adoptée il y a à peine 1 an ou 2. Et ça nous amène aux plus récents projets de loi là, qui sont maintenant discutés. Le projet de loi 11 qui vient tout juste d'être déposé à l'Assemblée nationale au niveau provincial pour envisager donc la possibilité d'avoir accès à l'aide médicale à mourir à travers des directives médicales anticipées dont on aura l'occasion vraisemblablement de discuter plus tard. On a repoussé également la possibilité d'avoir accès à l'aide médicale à mourir pour les gens qui étaient atteints de problèmes psychiatriques. Donc, c'était une possibilité qui était envisagée suivant l'adoption de la loi C7. Ça devait normalement entrer en vigueur cet hiver, mais ça a été repoussé d'une autre année. Donc, en théorie, pour les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, il pourrait y avoir une ouverture en mars 2024 si jamais le gouvernement décide d'aller dans cette direction-là. Évidemment, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver d'ici là, incluant peut-être un changement de gouvernement. Et cette possibilité-là pourrait évidemment être reléguée au feuilleton, je ne sais trop quand. Alors, à suivre. Avant de passer au point suivant, tu parlais tout à l'heure de le 1% de cas où parfois la carte de RAMQ n'est pas valide, ce qui m'amenait à te demander, est-ce qu'un citoyen de l'Ontario ou de l'Alberta pourrait venir au Québec pour demander l'aide médicale à mourir? Donc, en théorie, non, à cause de la loi concernant les soins de fin de vie. Donc, la loi concernant les soins de fin de vie nous dit qu'il faut être participant au régime donc de la RAMQ. Alors, ça élimine le tourisme, entre guillemets, d'aide médicale à mourir qui pourrait provenir de d'autres provinces. Par contre, si on lit la loi fédérale, il faut être éligible donc en fonction des critères de la loi sur la santé fédérale. Donc, ce qui fait en sorte qu'un Québécois pourrait, lui,
par ailleurs aller en Ontario pour recevoir l'aide médicale à mourir. Et d'autre part, ce critère-là viendrait peut-être enfreindre la loi canadienne sur la santé. Ça serait effectivement l'objet. Ça serait contestable. Ça pourrait être contestable. C'est la philosophie, je pense, derrière le système, c'est nécessairement d'avoir un système uniforme d'un océan à l'autre pour éviter ce genre de réflexion-là ou ce débat-là, sans compter aux questions humaines qui sont associées. Donc, en ce moment, il y a une asymétrie dans la politique relative à l'aide médicale à mourir qui fait en sorte que il y a certaines situations cliniques qui ne sont pas reconnues ici au Québec par rapport à d'autres dans le restant du Canada, et ce n'est pas souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est qu'on ait un système qui est uniforme d'un océan à l'autre pour tous les citoyens canadiens, et c'est également souhaitable, je pense, qu'on ait ce type de politique-là pour prévenir, pas nécessairement le tourisme qui vient de l'interne, mais le tourisme qui vient plutôt de l'externe. Alors, je pense ce qui n'est pas souhaitable, c'est qu'on ait des politiques qui permettraient aux gens de d'autres pays de venir recevoir l'aide médicale à mourir ici au Canada, comme nous, on le faisait par exemple à l'époque quand les Québécois devaient se rendre en Suisse pour recevoir ce type de service-là. Je pense entre autres à une émission des Francs-Tireurs au début des années 2000 là, où du Trisac avait accompagné une dame qui souffrait de la sclérose en plaques pour se rendre en Suisse. C'était complètement aberrant qu'on impose cette charge-là à nos citoyens. Mais je pense que d'un point de vue sociétal, c'est pas souhaitable qu'on ouvre la porte à ce que les gens de l'extérieur viennent recevoir ce type de service-là. En revoyant l'historique tout à l'heure, tu faisais référence aux contestations judiciaires. Au début de la série sur l'aide médicale à mourir, j'avais reçu la marraine du projet de loi sur la loi sur les soins de fin de vie, Mme Véronique Yvon, et je lui avais demandé un peu comment elle voyait l'héritage de cette loi-là, puis l'évolution de l'accès, et on va écouter cet extrait. À partir du moment où la loi est en fonction, les citoyens ont le loisir de la contester et vous en perdez un peu le contrôle. J'en discutais par exemple avec Maître Jean-François Leroux récemment. On parlait notamment de consentement substitué pour l'aide médicale à mourir chez les mineurs ou chez les personnes âgées inaptes. Il n'est pas exclu qu'un jour ces composantes-là de la loi soient amenées devant les tribunaux. Vous qui êtes la marraine de la loi, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, l'héritage que vous pourriez laisser? Pourriez-vous imaginer dans 10, 15 ou 20 ans vous retrouver en train d'écrire vos mémoires puis avoir certains regrets par rapport à l'évolution qu'a pu prendre la loi? Ou c'est quelque chose qui ne vous inquiète pas vraiment? Non, dans le sens où moi, est-ce que j'aime ça que ce soit les tribunaux qui décident de ces questions-là? La réponse est très simple et très claire, non. Je vous l'ai exposé tout à l'heure, ma philosophie, c'est que c'est la démocratie avec les élus qui doivent permettre à ces débats-là de se faire. Et je pense que c'est la meilleure manière de les faire parce qu'on représente la population. Quand on le fait bien, on est dans ce qu'il y a de plus beau dans notre rôle, autant de représentants des citoyens que de législateurs, puis on écoute la population, on travaille de manière transpartisane. Alors, je pense qu'on est beaucoup mieux placé, en tout respect pour les tribunaux, pour venir faire des débats sur des questions sociales aussi profondes et sensibles. Donc, est-ce que j'aime ça que ce soit les tribunaux? Non, parce que je pense pas que, ultimement, ça devrait être le rôle premier des tribunaux. Je pense que c'est beaucoup plus le rôle de l'État. Et après, ben il y a toute une complexité d'application. Là, quand quelque chose tombe puis qu'on décide que quelque chose, est invalide, ben là, après, est-ce qu'on s'est posé toutes les questions sur toutes les répercussions ensuite pour la loi, pour les impacts, pour les médecins, puis tout ça. Puis d'ailleurs, je pense que le retrait des critères de mort raisonnablement prévisible et de fin de vie, il y a des arguments pour dire que c'est quelque chose de bon pour certains, mais en même temps, le fait que ce soit une décision des tribunaux et non pas un débat démocratique dans une assemblée qui a tranché cette question-là fait en sorte que les citoyens sont beaucoup moins au courant
des impacts de cette décision-là, de jusqu'où ça va, de ce que ça veut dire. Donc, je pense que les gens découvrent ça au fur et à mesure. Mais tout ce processus-là, qui selon moi est important, de dialogue avec la population pour savoir où on met les limites, où on met le curseur, comme je dis, pour moi, c'est fondamental pour ces débats-là sociaux. Et puis, on l'a moins quand, évidemment, c'est les tribunaux qui viennent trancher. Mais sur votre question à savoir, est-ce que c'est le fait de faire une loi? Moi, je pense qu'au contraire, le fait de faire une loi vient encadrer ça d'une manière beaucoup plus poussée, collée aux préoccupations d'une société, collée aux aspirations d'une société, que si on remet tout ça dans les mains des tribunaux. Puis pour vous dire, vous dites, est-ce que c'est la loi qui va amener comme des contestations, puis tout ça? Bien, le fait est que ces contestations-là, du moins du point de vue fédéral, parce qu'eux n'ont pas pris le taureau par les cornes, n'ont pas fait de loi, n'ont pas fait de débat, ils ont attendu. Ben, c'était même pas lié à une loi. Je veux dire, il y a eu l'arrêt sous Rodriguez, puis après, il y a eu le jugement Carter. Puis en fait, le jugement Carter avait commencé avant qu'il y ait le début d'une loi, puis c'est-à-dire la cause. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que le jugement Carter, là, pour les gens, c'était en Colombie-Britannique, puis ça contestait la constitutionnalité d'interdire donc le suicide assisté, en gros, dans le code criminel. Nous, au Québec, pendant qu'il y avait ça, on était en train de faire notre loi, on a adopté notre loi. Et donc, c'est pas à cause de la loi québécoise qu'il y a eu ça, puis qu'il y a eu donc les répercussions sur le code criminel. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a eu de l'influence sur la décision de la Cour suprême, parce que quand vous regardez la décision dans l'arrêt Carter, elle est venue se coller à plusieurs des critères de la loi québécoise pour venir dire à quoi pourrait ressembler le modèle, puis qu'est-ce qui pourrait avoir du sens. Donc, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on a probablement plus balisé parce qu'on avait une loi québécoise qui est allée influencer le jugement. Ensuite, ça a influencé le code criminel. Donc, le code criminel même, lui-même, a repris des pans de notre loi québécoise. Fait que non, je le vois pas comme ça du tout. Mais je pense qu'il doit y avoir... je pense qu'on devrait continuer à prendre nos responsabilités comme élus et de pas... c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Alors, Jean-François, lorsque tu écoutes l'extrait de Mme Yvon qui parle plus d'un consensus social dans l'élargissement des critères d'accès, comme juriste, comment tu interprètes cette vision? Alors, je te dirais spontanément que je suis en désaccord avec Mme Yvon. C'est clair que l'idéal, c'est d'atteindre un consensus social avec une acceptabilité sociale qui permet de faciliter la mise en œuvre d'une politique comme celle-là. On va être clair, là, pour que le système puisse fonctionner, il faut que les gens y adhèrent, y compris, par exemple, les médecins qui vont être en première ligne pour administrer l'aide médicale à mourir. Donc, si tout le monde soulève des clauses de conscience par rapport à une situation donnée, puis que finalement, personne ne participe au régime, on ne sera pas plus avancé. Donc, en ce sens-là, je suis d'accord que ça prend un certain consensus pour que les choses avancent et bougent. Par contre, là où je suis en désaccord, c'est que les tribunaux deviennent des vecteurs de changement pour les minorités. Et si on attendait, après des consensus sociaux dans tous les grands débats, pour qu'il y ait des changements, puis pour faire respecter le droit des minorités, ben, dans la très grande majorité des cas, ces changements-là ne s'opéreraient pas. Et c'est en raison des tribunaux que les droits des minorités sont respectés, puis que les changements sociaux qui vont forcer la majorité à respecter le droit des minorités, c'est de cette façon-là que les changements vont s'opérer. Si au fédéral, on avait attendu, après un exercice démocratique, pour légiférer en matière, par exemple, d'aide médicale à mourir, alors qu'on sait très bien que c'est un sujet qui peut être très controversé au niveau politique en fonction des différentes bases des deux grands partis, là, si on regarde les partis davantage de gauche ou de droite, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gains politiques à faire à ce niveau-là, et ça peut mener à une stagnation ou à une espèce de cristallisation des positions sans que nécessairement les choses bougent. Alors, au fédéral, ils n'ont pas fait ce débat-là. Puis si le débat n'avait pas été fait, puis s'il n'y avait pas eu une décision judiciaire de la Cour suprême qui force le gouvernement à légiférer en la matière,
peut-être qu'on serait pris encore avec une interdiction criminelle comme celle qui prévalait, puis peut-être qu'on aurait eu par la suite un débat même constitutionnel sur la légalité de notre loi, par opposition à l'interdit qu'on retrouvait au Code criminel. Alors, pour moi, c'est indéniable que les tribunaux ont un rôle important à jouer dans ces matières-là. Et à la fin de la journée, les plus grands changements sociaux, malheureusement, viennent souvent de décisions des tribunaux. Alors, on peut penser, par exemple, à la question de l'aide médicale à mourir pour les personnes qui ont un problème de santé mentale. La disposition telle qu'elle est rédigée en ce moment dans la loi, elle est fondamentalement discriminatoire. C'est très rare qu'on voit des dispositions aussi discriminatoires, sans gêne, sans détour. Le critère de fin de vie, là, une des raisons pour lesquelles il a été ajouté à la base, c'était pour éliminer ce genre de clientèle-là. Quand on lisait les débats au Parlement, on disait que le critère de fin de vie nous permet d'éliminer certains cas plus problématiques, comme par exemple les gens qui ont uniquement des problèmes de santé mentale. Alors, le critère de fin de vie n'a pas résisté à l'analyse devant les tribunaux. Mais alors, là, le gouvernement est obligé d'écrire dans une loi que, pour les fins d'application de la loi, la maladie mentale n'est pas une maladie. Alors, si ça, c'est pas discriminatoire, je veux dire, c'est trop patent, là. Alors, puis c'est tellement patent que le Sénat a dit au gouvernement, ben si vous mettez une disposition comme celle-là dans la loi, faut qu'elle soit assortie d'une date d'expiration. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle une clause crépusculaire. Oui, en ce moment, la santé mentale, c'est pas permis. Mais ce n'est pas permis uniquement pour une certaine période, le temps que les gens puissent s'entendre sur des façons de faire puis des mesures de sauvegarde qui vont respecter ou protéger là, les gens à ce niveau-là. À l'inverse, une loi qui ferait l'objet d'un grand consensus social pourrait aussi être renversée par les tribunaux. Oui, parce qu'une loi qui fait l'objet d'un consensus pourrait être en soi discriminatoire et pourrait léser. Donc, ça fonctionne des deux dans côtés. les deux sens. Absolument. Donc c'est la balance des pouvoirs. C'est la balance des pouvoirs. C'est un peu ce qu'on voit en Israël dans le moment. Oui, et ça, c'est inquiétant. inquiétant. Effectivement, d'aller un peu limiter les pouvoirs de la Cour suprême. Tout à fait. Et on utilise même le Canada comme exemple à cause de la présence de notre clause non-obstant. Alors, c'est vrai qu'il existe une clause non-obstant qui nous permet de dire, peu importe ce que la Charte nous dit, nous, comme gouvernement, on a le droit d'adopter une loi pour protéger certains aspects de notre société, comme par exemple la loi sur la protection du français, la loi 101, c'est des lois où on a dû avoir recours à l'utilisation de la clause non-obstant. Mais il y a un prix politique par la suite à payer si tu utilises une clause non-obstant. Trop souvent, ça. Oui, trop souvent, ça c'est clair. Puis à un moment donné, ça sera aux citoyens à décider de changer de gouvernement. Tu sais. Mais bref, alors pour moi, c'est une question de balance des pouvoirs, puis c'est malheureux. En tout cas, à la fin de la journée, je suis convaincu qu'on n'aurait pas le cadre normatif qu'on a aujourd'hui, n'eût été la participation des tribunaux au débat. Cela nous amène sur le premier des trois sujets que je voulais traiter aujourd'hui. Tu y as fait référence, le projet de loi 11, donc l'accès à l'aide médicale à mourir via des directives médicales anticipées. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, le projet de loi 11 est le reflet de travaux qui ont été menés où il semble y avoir un consensus sur cette question-là, certainement un consensus au niveau de la population, où l'objectif est de permettre aux gens qui ont des maladies neurodégénératives, cognitives, un peu comme l'Alzheimer, de pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir, même si dans le cours de leur maladie, ils vont perdre leur aptitude à consentir. Donc, puisque le consentement au moment de recevoir l'aide médicale à mourir est toujours une condition absolue pour qu'on puisse donner l'aide médicale à mourir, sauf l'exception auquel j'ai référé plus tôt. En ce moment, une personne qui a un diagnostic, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, à un stade 2 ou 3, qui est en mesure, qui est apte de formuler une demande d'aide médicale à mourir, ne pourrait pas recevoir l'aide médicale à mourir au stade 5 ou 6 de sa maladie si elle venait qu'à perdre son aptitude à consentir et qu'elle ne pouvait pas réitérer sa demande. On sait que c'est des maladies qui peuvent évoluer sur une longue période. Alors, une demande d'aide médicale à mourir qui serait formulée 2-3 ans avant le moment de le recevoir n'est pas permis en ce moment. Alors, l'objectif de la loi, c'est de permettre
à ces gens-là de recevoir l'aide médicale à mourir lorsqu'ils seront devenus inaptes. Il y a Mme Sandra de Montigny, entre autres, qui porte ce débat-là à bout de bras depuis plusieurs années. Il y a maintenant un consensus sociétal sur cette question-là qui amène le gouvernement à vouloir légiférer là-dessus. Mais il faut bien comprendre que pour l'instant, le changement législatif qui va s'opérer, c'est uniquement du côté du Québec. Alors, au niveau du fédéral, en ce moment, il n'y a pas de projets de loi qui ont été déposés dans ce sens-là. Et voilà. Donc, ça, c'est le premier pas là, vers une ouverture, peut-être sur un autre front. Par contre, il faut bien comprendre que la philosophie derrière l'aide médicale à mourir, puis les fondements, les principes juridiques fondateurs de ça, c'est le respect de l'autodétermination. Donc, c'est de dire, moi, j'ai le droit de décider pour moi-même qu'est-ce que je veux pour la suite des choses. Les tribunaux ont reconnu à maintes reprises le droit à la liberté qui est associé au droit de prendre des décisions d'importance fondamentale pour soi-même. C'est ce principe-là qui a mené donc à la décriminalisation de l'avortement. C'est ce même principe-là qui a mené à la décision Carter, puis à la légalisation de l'aide médicale à mourir. Alors, c'est ça le fondement. Alors, l'idée derrière ça, c'est de dire, en ce moment, je suis apte, je suis capable de décider pour moi-même dans quelle situation clinique j'ai le goût de me retrouver ou non. Et si un jour, je me retrouve dans une condition clinique dans laquelle je vais être exposé à des souffrances que j'aurai décrites dans un formulaire XYZ, à ce moment-là, il y aura un tiers de confiance que j'aurai nommé qui sera responsable de faire appliquer ma directive médicale anticipée. Alors, si je refuse d'être dans un état grabataire, en perte de contact avec la réalité, où on doit forcer l'alimentation ou l'hydratation, et que rendu à ce point-là dans mon existence, je veux qu'on me donne l'aide médicale à mourir, alors un tiers de confiance pourra en faire part à mon médecin traitant. Et mon médecin traitant sera à ce moment-là obligé de m'administrer l'aide médicale à mourir, même si c'est un souhait que j'ai évoqué plusieurs années auparavant. Le projet de loi, comme on le connaît en ce moment, par contre, va obliger le patient à formuler ce genre de demande-là uniquement lorsqu'un diagnostic lui aurait été annoncé et posé et qu'il aura eu la chance de discuter avec son médecin traitant de ces enjeux-là. Alors, on ne pourrait pas, à l'âge de 25 ans, faire une telle demande anticipée d'aide médicale à mourir sans avoir un diagnostic, par exemple, d'Alzheimer. Donc, on ne peut pas faire... les directives médicales anticipées, elles, permettent, à ma connaissance, de prévoir tout un éventail de conditions. Je me retrouve sur un ventilateur. Je n'ai pas besoin de prévoir que c'est suite à un accident de la route. Exactement. Je suis maintenu en vie par un ventilateur. Je ne veux pas cette mesure. Je désire qu'on la cesse. Dans l'aide médicale à mourir, il faut être plus précis. Il faut être plus précis parce qu'on veut s'assurer que la personne exerce un consentement libre et éclairé face à ce soin-là. Anticipé. Mais anticipé. Alors, comment que le consentement peut être libre et éclairé si dans les faits, tu n'as pas encore l'annonce de ton diagnostic, que tu n'as pas eu la chance d'en discuter avec ton médecin traitant, que tu n'as pas eu la chance d'avoir des informations sur l'évolution probable de tes symptômes. Alors, c'est une mesure de sauvegarde qui est tout à fait adéquate quant à moi. Et qui va vraisemblablement se retrouver là, dans le cadre normatif qu'on connaît. Ouais. Alors, on n'est pas non plus dans le champ du consentement substitué. Non. On ne demandera pas aux proches qu'est-ce que vous pensez que votre mère aurait voulu que l'on fasse. La mère a déjà écrit. Exactement. Donc. Et le consentement substitué, je te dirais, c'est la ligne à ne jamais franchir en matière d'aide médicale à mourir. Et ça, on pourra en reparler peut-être également pour la clientèle des mineurs. Mais un des problèmes, un des fondements de notre système, c'est le droit à la liberté, donc le droit de prendre des décisions d'importance fondamentale pour soi-même. C'est le droit au respect à l'intégrité physique. Mais tout ça, là, c'est intime à la personne qui exerce ce droit-là. Et à partir du moment où on tombe dans une dynamique de consentement substitué, c'est les tiers qui décident pour toi. Et là, c'est la ligne à ne pas franchir. Et parce que ce ne sera plus le reflet de votre volonté, ça va être le reflet de la volonté d'un tiers. Et je pense qu'en matière de sauvegarde, si on veut se protéger contre les abus, contre la pente glissante, contre les dérives potentielles, la ligne à ne pas franchir, c'est celle du consentement substitué.
un des arguments des gens qui s'opposent à l'accès à l'aide médicale à mourir via des directives médicales anticipées est le fait que comme patient, même si je suis atteint d'une maladie d'Alzheimer, parce que tu faisais référence à Sandra de Montigny, qui est porte-parole de cette cause, je ne peux pas me projeter dans le futur, dans la situation dans laquelle je vais être lorsque je serai à un stade plus avancé de la maladie et qu'il y a donc un risque finalement qu'on m'administre ce soin-là à un moment où finalement je ne l'aurais pas demandé. Tu vois un peu l'enjeu que je soulève? Tout à fait, puis je pense que c'est légitime comme questionnement. C'est tout à fait légitime, puis c'est pas impossible. Souvent, on va parler de la démence heureuse. Donc, on se dit, ben, j'ai pas le goût de me ramasser dans telle situation clinique, mais peut-être que dans les faits, lorsque tu seras dans cette situation clinique-là, peut-être que finalement, la situation sera peut-être pas si pire, peut-être que les souffrances seront pas celles que tu t'imaginais ou celles que tu t'attendais à subir. Donc, alors oui, c'est un enjeu. Maintenant, c'est indéniablement un enjeu qui est aussi un synonyme de paternalisme, que ce soit un paternalisme médical ou une autre forme de paternalisme. Et ça vient quand même saper le principe de l'autodétermination qui est au cœur du processus donc décisionnel puis juridique auquel on assiste en ce moment. Donc oui, c'est une possibilité, mais après ça, c'est la personne qui est concernée qui est la mieux placée de sous-peser ces risques-là puis de décider qu'est-ce qu'elle souhaite faire ou non. Maintenant, dans le projet de loi 11, pour pouvoir administrer l'aide médicale à mourir, il faudra quand même que le médecin soit en mesure de constater, puis là, on réfère dans le texte de loi à une forme d'objectivisation d'une souffrance, là. Donc, il faut quand même que la personne semble présenter les souffrances qu'elle ne souhaitait pas subir et qu'elle a exprimées dans le formulaire de directive médicale anticipée. Alors, en théorie, si une personne ne semble pas souffrante, bien, à ce moment-là, on ne pourrait pas exercer la directive médicale anticipée. Après ça, il y a toute une panoplie, je veux dire, la souffrance existentielle, la souffrance psychologique. Comment peut-on vraiment l'évaluer sans pouvoir échanger avec la personne? Ça, c'est un petit bout, là, pour moi, qui reste encore difficile à bien saisir ou à comprendre, puis comment que ça va être mis en œuvre. Donc, c'est très facile à comprendre d'un point de vue judiciaire, législatif. Nous, les juristes, on est bons pour écrire des belles lois par rapport à ça. Mais pour ce qui est des gens qui vont être sur le terrain, qui devront l'interpréter, cette loi-là, puis l'appliquer, je peux comprendre qu'il y a des questions qui vont se poser à ce niveau-là. Parce que j'avais eu en entrevue Dr. Alain Naud. Oui. Lui voyait ça un peu de la façon suivante. Je reviens toujours à l'exemple de la maladie d'Alzheimer parce que c'est quelque chose que les gens quand même qui touche beaucoup connaissent. Oui, vraiment. Les gens connaissent bien, mais j'ai la maladie d'Alzheimer. La journée où, 1, je suis incontinent urinaire et fécal. 2, je ne suis plus capable de m'alimenter. 3, je ne reconnais plus mes proches depuis 6 mois. Ce sont mes critères. On m'administre l'aide médicale à mourir. Il n'y a aucune notion de souffrance là-dedans. Comment tu... Ben, c'est-à-dire, je suis pas certain qu'il n'y a pas de notion de souffrance parce que le fait de... Pas directement, disons, mais... Ben, c'est ça. Et là, ce sont des visions différentes d'un même concept, puis... C'est-à-dire que je pense qu'on peut être en présence de souffrance psychologique, on peut être en présence de souffrance existentielle, perte de sens de la vie. C'est des éléments qui vont permettre l'accès à l'aide médicale à mourir actuellement, même si la personne est apte. Parce que la souffrance à laquelle on réfère dans la loi n'est pas réservée à la souffrance physique. Alors, la souffrance psychologique peut mener à l'administration de l'aide médicale à mourir en ce moment, qui va comprendre la souffrance existentielle. Et donc, j'ose croire qu'une personne qui serait dans cette situation clinique-là, ça peut correspondre pour elle à une souffrance psychologique ou existentielle associée à une perte de sens qui pourrait légitimer l'administration de l'aide médicale à mourir. Alors, pour moi, c'est un cas où on pourrait aller de l'avant. Là. D'accord. Alors, on va prendre une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Jean-François, j'aimerais t'entendre sur l'aide médicale à mourir et la maladie mentale. Tu y as fait référence tout à l'heure. On est dans une latence, je dirais peut-être légale à cet égard dans le moment. Donc, Oui, on est en période de transition, de réflexion. Pour sûr, au minimum, on est en période de réflexion. Mais j'estime que c'est une période de réflexion qui commence peut-être à s'étirer un peu pour rien, là. Donc, on a déjà, nous, de notre côté, du moins au Québec, l'Association des psychiatres du Québec qui ont déjà longuement réfléchi à la question, qui ont déjà adopté même une espèce des lignes directrices de ce que pourrait être la pratique de l'aide médicale à mourir dans des situations où le motif évoqué découle uniquement d'un problème de santé mentale. Et on a déjà les clés pour résoudre le problème, là. Alors, quant à moi, de poursuivre la réflexion, puis de poursuivre la situation où on discrimine ouvertement et sans cacher, finalement, et qu'on stigmatise les gens en santé mentale, pour moi, c'est très problématique d'un point de vue juridique. Le débat qu'on a fait avec la Dutruchon ne portait pas sur des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Nos deux clients qui avaient été à l'époque évalués, les experts arrivaient à la conclusion qu'ils ne présentaient pas de conditions psychiatriques qui induisaient une distorsion cognitive dans leur réflexion, là. Alors, ils présentaient un désir rationnel de mourir qui découlait d'une condition clinique qui était discutée à l'époque. Maintenant, même si ce n'était pas leur situation à eux, le gouvernement fédéral a décidé d'administrer une preuve abondante sur la situation des gens qui pouvaient présenter uniquement un problème de santé mentale pour venir finalement tenter de convaincre le tribunal que si vous enlevez le critère de fin de vie, vous allez exposer une panoplie de gens vulnérables à un régime qui leur permettrait d'avoir accès à l'aide médicale à mourir, alors qu'on doit protéger ces gens-là. Et ça minerait les efforts de prévention du suicide, qui est un problème de société important auquel on doit adresser. Alors, à l'occasion de ce procès-là, il y a plein d'experts qui ont été entendus sur la question du suicide, sur la question de la santé mentale. On a même entendu donc les experts qui venaient de législation étrangère nous discuter des pratiques en la matière, par exemple dans les pays du Benelux. Et évidemment, s'il y avait un débat constitutionnel sur cette question-là, c'est un nouveau procès qui devrait être fait avec des nouveaux experts. Le tribunal ne serait pas lié par ce qui a été discuté dans notre audition. Mais je serais surpris que la science qui serait discutée dans ce nouveau procès-là serait vraiment différente. T'sais. J'ai l'impression que ce serait à peu près les mêmes littératures qui seraient discutées avec les mêmes enjeux. Et le tribunal, dans notre dossier, a quand même émis un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est que l'aide médicale à mourir, c'est quand même un phénomène qui est différent du suicide. Alors, parmi les gens qui sont contre l'aide médicale à mourir en psychiatrie, plusieurs évoquent le fait qu'on n'est pas capable de distinguer les deux phénomènes et qu'il serait impossible de séparer un désir rationnel de mourir qui ne découle pas d'une distorsion cognitive, par exemple, d'une situation où est-ce qu'une personne a un désir rationnel de mourir par rapport à sa situation. Alors,
à cela, moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est qu'en ce moment, il y a plein de gens qui font des demandes d'aide médicale à mourir et qui ont des comorbidités en santé mentale. Alors, une personne, par exemple, qui a un cancer, dans une situation clinique XYZ, pourrait aussi avoir des antécédents de dépression chronique. Et ce sont les médecins qui sont les mieux placés pour l'évaluer. Et les médecins sont capables de le faire en ce moment dans ce type de cas-là. Alors, le suicide présente aussi des caractéristiques qui sont un peu différentes de l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas tous les cas, mais souvent, on va associer le suicide à des gestes qui sont plutôt spontanés, qui découlent donc de pulsions. Il va y avoir aussi l'idée suivant laquelle le suicide en général va être plutôt secret. Les gens n'en parleront pas ouvertement avec leurs proches dans tous les cas. Les gens souvent donc sont victimes puis ils souffrent d'un problème de santé mentale qui va venir induire une distorsion cognitive dans leur perception de la réalité qui ne sera pas évaluée toujours par des soignants. Alors que dans l'aide médicale à mourir, on est dans une toute autre dynamique, là. C'est quelque chose qui est discuté ouvertement avec des équipes traitantes. C'est des gens qui vont avoir l'occasion donc de consulter vraisemblablement des psychiatres qui, eux, vont faire des examens mentaux pour éliminer la possibilité donc de déceler des maladies qui vont entraîner des distorsions cognitives. Puis en plus de tout ça, ben, il y a des solutions, il y a des alternatives qui peuvent être proposées aux gens pour les prendre en charge aussi. Et c'est des gens qui veulent d'abord et avant tout arrêter de souffrir par rapport à leur réalité qu'ils puissent vivre. Et ce qu'on a entendu dans le cadre des auditions dont je te parlais plus tôt, c'est quand même des psychiatres qui sont venus reconnaître qu'il existe des situations cliniques réfractaires. On va parler de soins palliatifs psychiatriques pour certains cas où les gens vont avoir des problématiques puis des enjeux de santé mentale qui se sont dans les faits chronicisés puis pour lesquels la science n'a pas de solution à proposer. Et simplement pour cette raison-là, je pense que la solution ne peut pas être une interdiction absolue. Ça ne veut pas dire qu'on permet n'importe quoi pour n'importe qui, dans n'importe quelle condition, mais il peut y exister un cadre normatif complexe associé à des mesures de sauvegarde solides qui permettraient d'avoir une telle pratique. Puis quand je parle de mesures de sauvegarde solides, l'Association des psychiatres du Québec, qui ont déjà réfléchi à la question, écoutez, on parle là, d'observer puis de prendre en charge des patients là, avant de conclure qu'ils ont une maladie réfractaire, là, 3, 5, 7 ans d'observation de maladie. On parle que ce serait plutôt un comité, pas juste 2 médecins, là, ce serait un comité qui accepterait les demandes en amont. La qualité puis l'évaluation se ferait en amont, alors qu'en ce moment, l'aide médicale à mourir, les cas sont évalués après que le soin ait été dispensé par la Commission des soins de fin de vie. Là, ce qu'on dit, c'est que ça devrait être évalué avant que le soin soit donné. Ce serait une pratique qui serait centralisée puis standardisée pour éviter qu'il y ait une interprétation trop variable d'un endroit à l'autre au Québec, par exemple. Alors, tu sais, et tout ça dans les pays du Benelux, là, moins de 1% des aides médicales à mourir par année. Là. Alors, c'est l'expérience qu'on voit en ce moment dans les pays du Benelux. C'est moins de 1% des aides médicales à mourir qui sont administrées, qui sont en lien avec une problématique de santé mentale uniquement. Les experts que tu as entendus, mais comment les psychiatres y ont fait référence dans leur mémoire? C'est la difficulté chez un patient qui a une maladie mentale qui comporte des idéations suicidaires. Oui. Je comprends que toi, tu fais une différence, mais même les psychiatres, dans leur rapport, se prononcent en disant que même pour des psychiatres, c'est pas si facile pour une personne de dire « j'ai des idéations suicidaires et j'aimerais avoir accès à l'aide médicale à mourir pour mettre fin à mes souffrances ». Donc, moi, comme médecin qui a étudié un peu en psychiatrie, je respecte tout à fait ces demandes-là, mais c'est la difficulté du processus analytique qui Je reconnais cette difficulté-là et ce serait probablement des cas qui seraient refusés. Possiblement. Et parce que c'est le travail des médecins de l'évaluer. Et si on n'est pas certain, si on a un doute, si on pense que on n'est pas dans une situation réfractaire, si on pense que c'est une situation qui est transitoire, qui est situationnelle, à ce moment-là, on ne donnera pas suite à la demande du patient. Alors pour moi, la nuance que je veux apporter, c'est pas de dire que le cas que tu décris
devrait se qualifier. Mhm. C'est plutôt de dire qu'une interdiction totale comme celle qu'on retrouve en ce moment dans la loi, avec uniquement mes lunettes de juriste, c'est pas constitutionnel. Et je suis pas en mesure de me convaincre qu'il n'existe pas une possibilité de mettre en place des mesures de sauvegarde qui seraient solides, qui permettraient les abus, qui permettraient de prévenir le cas auquel tu réfères, sans pour autant permettre à quelqu'un qui aurait, par exemple, un problème... il y a eu des exemples là, dans la jurisprudence, parce qu'il y a eu une période où est-ce qu'on devait s'adresser aux tribunaux dans un contexte donc d'exemption constitutionnelle. Le temps que la loi soit changée à la pièce, on pouvait s'adresser au tribunal. Puis il y a des cas qui ont été présentés avec des gens qui avaient des troubles somatophobes qui engendraient, qui pouvaient découler d'un problème psychiatrique à la base, mais qui engendraient un paquet de symptômes physiques aussi associés. Il y a d'autres situations où on pourrait imaginer une personne qui a des problèmes donc, de type schizoïde, qui se sont chronicisés, où malgré toute la médication, on n'arrive pas à trouver les molécules suffisantes ou adéquates pour arriver à corriger les problèmes sur une longue période. Donc, évidemment, je ne suis pas psychiatre, là, donc je ne veux pas m'improviser psychiatre, mais il existe, pour avoir entendu des psychiatres spécialisés en soins palliatifs psychiatriques, il existe des situations où on doit reconnaître que la science n'a pas eu de solution concrète à proposer aux gens. Et de la même façon qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui a un problème de santé physique, attends encore 5 ou 10 ans, peut-être que dans 5 ou 10 ans, on va avoir trouvé un remède. Je pense qu'on ne peut pas non plus tenir ce type de discours-là avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Puis si, dans les faits, ils se qualifient parce qu'ils présentent un déclin avancé et irréversible de leur capacité, des souffrances intolérantes, avec une maladie donc qui est incurable, parce qu'il y a cette notion-là d'incurabilité qui doit être présente, qui n'est peut-être pas toujours facile à définir en santé mentale, je ne vois pas pourquoi on aurait une exclusion de ce type de clientèle-là. Est-ce que tu crois qu'en 2024, ce sera la bonne année? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a encore énormément de gens qui sont en désaccord avec cette possibilité-là, mais je n'ai pas l'impression que tout le monde comprend les subtilités de ce que ce serait le système si un jour c'est permis. Et pour cette raison-là, je pense qu'il va y avoir un gros travail d'information et d'éducation à faire pour que les gens comprennent à quoi ça pourrait ressembler, ce type de pratique-là, puis surtout pour quel cas. Et ça pourrait être permis et exclu. Donc, les gens qui ont des troubles d'adaptation, les gens qui ont des épisodes dépressifs ponctuels, les gens qui ont des problèmes qui ne s'inscrivent pas là, dans une continuité de long cours, c'est des situations qui seraient par définition exclues. Est-ce que je crois comprendre qu'actuellement, une personne qui a comme seul diagnostic un problème de maladie mentale peut avoir recours aux tribunaux pour avoir accès à l'aide médicale à mourir? Non, c'est pas permis parce que c'est nommément exclu de la loi. La situation que je te décris, c'est quand il n'existait pas de loi et tout ce qui existait, c'était les enseignements de la Cour suprême. D'accord. Alors, la Cour suprême, ce qu'elle nous disait, c'est si vous avez une maladie qui est qualifiée de grave et incurable, si vous êtes apte, si vous avez un déclin avancé et irréversible de vos capacités associées à des souffrances intolérables, vous y avez droit. Alors, puisqu'il n'y avait pas d'interdit spécifique associé à la santé mentale, il y a eu des cas qui découlaient davantage en fait, comme je faisais référence. Mais ça pourrait être contesté, en théorie. Oui, comme n'importe quelle loi. Oui, comme toujours. Alors là, le fédéral retarde. Mais le gouvernement, là, il est habile. Il y a peut-être des gens qui vont s'impatienter. Oui, mais le gouvernement est habile parce qu'il va de prolongation de 12, 18 mois, ce qui est déjà plus court que n'importe quelle contestation judiciaire. Tu sais. J'enseignais ces notions-là à l'Université de Montréal cette semaine, puis on discutait du délai de 90 jours qui est maintenant exigé par la loi pour les gens qui ne sont pas en situation de fin de vie. Et ce que j'évoquais comme question, c'est est-ce qu'on pourrait débattre de la constitutionnalité de ce délai de 90 jours-là? Pourquoi est-ce qu'on m'imposerait de souffrir 90 jours de plus comme mesure de sauvegarde? Oui, on peut l'attaquer judiciairement. Je ne vous dis pas qu'on aurait gain de cause, mais oui, ça peut se faire. Mais qui va le faire? Parce que le délai de 90 jours qu'on nous impose est beaucoup plus court qu'un débat constitutionnel sur la question. Donc, c'est ça. Alors, le gouvernement, je pense qu'il a été habile dans ces prolongations-là. Il est conscient du caractère inconstitutionnel de sa loi. Puis, éventuellement, s'il veut la maintenir, probablement qu'il va devoir la sortir d'une clause non-obstant.
Il y a des débats qui méritent d'être faits quand même. Si Oui. je fais référence à Mme Chantal Daigle, Oui. je crois, donc qui, Oui. lors du jugement de la Cour suprême, avait déjà subi son interruption volontaire de grossesse. Son avortement avait déjà eu lieu, tout à fait. On va passer au point suivant, qui est l'aide médicale à mourir chez les mineurs. Donc, on parlait Sujet délicat. Sujet délicat, donc je l'ai gardé pour la fin. Donc, tu me corrigeras, mais encore une fois, Belgique, Pays-Bas sont des pays qui pratiquent l'aide médicale à mourir chez les mineurs. Donc, est-ce que c'est pour toi la dernière frontière? Avec des nuances, mais oui, je pense que c'est la dernière frontière. C'est la seule autre ouverture que je pourrais concevoir, hormis celle que tu as déjà évoquée. Et la ligne serait tracée, quant à moi, au niveau, donc, encore une fois, de l'aptitude à consentir. Donc, il faut qu'on soit en présence d'un mineur qui exprime ce souhait-là et non pas tomber dans une dynamique de consentement substitué où est-ce que ce seraient les parents qui décideraient au nom du mineur ce qui est bon pour lui ou pas. Parce que pour moi, on change de paradigme, on change de fondement et le droit constitutionnel tel qu'il est interprété en ce moment nous donne le droit d'accès, encore une fois, en se basant sur l'autodétermination puis le droit à la liberté. Et le consentement substitué ne fait pas partie de ça. On parle beaucoup dans les débats sur l'aide médicale à mourir du concept de mineur mature. Oui. C'est quoi un mineur mature? Puis quelle en est l'application au Québec? Oui, en fait, c'est ça. Donc, le mineur mature n'existe pas au Québec. Alors, le mineur mature existe partout au Canada, mais pas au Québec. C'est une notion de common law qui nous dit, grosso modo, qu'un mineur mature, c'est un mineur qui présente une aptitude à consentir. Au Québec, on a plutôt fait le choix d'imposer un âge qui est quand même arbitraire, il faut le dire. Là. On a mis la ligne à 14 ans. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'un mineur de 14 ans et plus, on présume qu'il est en mesure de recevoir l'information, de la comprendre, d'analyser, puis de pouvoir comprendre les avantages et les inconvénients de ses décisions. Ce qui ne serait pas nécessairement toujours le cas. Là. Un mineur de 14 ans et plus pourrait ne pas avoir ces aptitudes-là. Mais il y a une présomption qui existe dans ce sens-là dans notre Code civil, alors que dans le restant du Canada, on a plutôt donc fait référence à cette notion-là du mineur mature qui peut être plus jeune que 14 ans, mais qui peut être peut-être aussi un petit peu plus vieux selon la situation. Un mineur mature, c'est quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de la majorité. Ça peut sembler évident, mais l'âge de la majorité n'est pas le même d'une province à l'autre. Donc, parfois, c'est 18 ans, parfois, c'est 19 ans. Donc, le mineur mature, c'est celui qui n'a pas atteint l'âge de la majorité, mais qui est apte à consentir. Cette barrière artificielle de 18 ans en 2023, est-ce que ce n'est pas un peu artificiel? Arbitraire, artificiel, discriminatoire. Alors, pour moi, c'est comme ça. Le fait qu'on conditionne l'accès à l'aide médicale à mourir à un âge qui est arbitraire comme 18 ans, c'est pour moi discriminatoire. Et c'est une distinction donc qui est fondée sur l'âge et qui n'est pas, quant à moi, justifiée, entre autres pour les mineurs matures, parce qu'ils sont aptes à consentir. Alors, si l'exemple... Vous savez, quand on fait des débats constitutionnels, l'idée, c'est d'avoir un cas clinique, dans un cas comme celui qui nous concerne, qui est le plus parlant. Alors, si je vous donne l'exemple d'un patient de 17 ans et demi, bien, c'est certain que ce patient-là est apte à consentir. C'est certain que si ce patient-là est confronté donc à un déclin avancé et irréversible de sa condition qui est dû à un diagnostic d'une maladie grave et incurable avec des souffrances, je ne vois pas pourquoi, constitutionnellement, on devrait priver cette personne-là d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. En termes de données démographiques, si on regarde ce qui se passe au pays du Benelux, je vous parlais de la santé mentale, c'est moins de 1% des cas. Bien, c'est pas compliqué. Là. Dans ces sociétés-là, c'est moins de 1 cas par année de cas pédiatriques, si on peut dire. Pédiatrique... Donc, en bas, donc les mineurs. Donc, on regarde des mineurs dans les pays du Benelux, c'est moins de 1 cas par année. Des mineurs en bas de 18 ans ou des mineurs non matures? À ma connaissance, c'est en bas de 18 ans. Okay. Donc, c'est moins de 1 cas par année. Et les cas, c'est des... Là, je suis pas neurologue, là, mais on est dans des cas de cancer, là, cerveau, des choses comme ça. Là, des choses graves. Des choses graves. Et c'est ce qu'on retrouve en termes de volume là-bas. Donc, encore une fois, ça va être quelque chose qui va être archi-marginal.
qui va être limité à quelques cas, mais qu'on interdise, donc qu'il y ait une interdiction absolue par crainte de dérive, je peux pas l'acheter. Il faut qu'on mette en place des mesures de sauvegarde. Après ça, les mesures de sauvegarde, ça pourrait être, par exemple, de conditionner cette décision-là à l'approbation d'un comité. Ça pourrait être, bon, par exemple, d'introduire les parents peut-être jusqu'à un certain point dans le processus décisionnel. Mais une interdiction absolue ne me semble pas être adéquate. Mais toi, verrais-tu une limite d'âge ou... C'est-à-dire qu'à partir du moment, si on regarde notre code civil actuel, donc en bas de 14 ans, c'est les tuteurs de l'enfant qui décident des soins et on est donc dans l'exercice du consentement substitué. Et donc, j'aurais tendance à me coller sur cette limite-là pour pas franchir la ligne du consentement substitué, qui est le fait de décider pour autrui. OK. Et donc, pour toi, l'aide médicale à mourir chez les nouveau-nés, comme ça peut se faire en Europe, selon le protocole de Guggenheim, je ne veux pas me tromper sur le nom, pour toi, ce ne serait pas une option? Pour moi, on franchit le pas, on franchit la ligne du consentement substitué, qui n'est pas le même raisonnement juridique que tout ce qui a été fait à date pour permettre le cadre normatif qu'on connaît. Alors, ça serait la ligne à ne pas franchir. C'est la ligne à ne pas franchir pour Jean-François Leroux, l'avocat, ou Jean-François Leroux, l'homme civil, père de famille? Je suis content que tu soulèves la question parce que depuis le début de notre émission ensemble, je ne parle pas comme un militant. Je ne suis pas un militant de la question. Mm-hmm. Je veux vraiment que les gens captent, puis perçoivent, puis reçoivent mes propos uniquement comme un juriste. Je te parle depuis le début juste avec mes lunettes d'avocat. Alors, c'est comme juriste que je te réponds. D'accord. D'un point de vue humain, je peux très bien concevoir d'être pris dans une situation où est-ce que tu donnes naissance à quelqu'un qui est gravement handicapé puis tout ça. Mais pour moi, le consentement substitué qui mène à l'aide médicale à mourir, c'est une autre pratique, c'est autre chose qui peut, dans les faits, être associée à un certain nombre, ou en tout cas, où les mesures de sauvegarde, il faudrait nécessairement qu'on ait des mesures de sauvegarde qui seraient très différentes de ce qui existe en ce moment. Il y a un rapport du comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir qui a été publié récemment. Donc, c'est un comité fédéral qui recommandait donc que le gouvernement du Canada établisse l'obligation, lorsque c'est approprié, de consulter les parents ou les tuteurs légaux d'un mineur mature pendant le processus d'évaluation d'une demande d'aide médicale à mourir, mais qu'ultimement, la priorité soit donnée à la volonté du mineur. Donc ça, ce serait comme une recommandation fédérale qui pourrait être éventuellement dans une loi. Oui, dans une loi, oui. Alors, comment arrimer cette recommandation-là avec les articles 14 et 17 du Code civil où, notamment à 17, on dit que le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur, donc le consentement est nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur. Ouais. On s'entend qu'avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'est un risque sérieux pour la santé du mineur. Donc, ça nécessiterait de refondre l'article 17. Ça pourrait avoir un paquet de répercussions sur d'autres soins, ne serait-ce qu'en chirurgie esthétique, en chirurgie de changement de sexe. Oui. Alors, tu vois un peu Je vois tout à fait le point et c'est l'inconvénient d'avoir des compétences partagées. Ce sera le sujet de mon prochain balado avec ta collègue, Maître Julie Bellil. Alors, le problème des compétences partagées, la santé, c'est une compétence qui est partagée entre le fédéral puis le provincial. Ça fait en sorte que les deux peuvent légiférer sur une question comme celle-là puis parfois avoir des contradictions. Maintenant, une des craintes qu'on a en lien avec la pratique de l'aide médicale à mourir pour une clientèle mineure, pour des patients mineurs, c'est qu'un des critères pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'est que le consentement doit être libre. Un consentement libre, c'est un consentement qui est exempt de toute forme de pression. Et ce qu'on craint pour les mineurs, c'est qu'il y a une forme de pression ou de contagion ou de contamination qui peut découler du contexte familial. Mm-hmm. Peu importe le côté. Là. Donc, que ce soit un parent qui encourage ou qui favorise l'aide médicale à mourir ou que ce soit un parent, au contraire, qui découragerait l'aide médicale à mourir. J'ai entendu les deux arguments de deux parents. Les argumentaires étaient aussi solides. Oui, d'un côté comme de l'autre. Alors, pour moi, en sachant que le consentement doit être libre,
puis qu'au final, en enlevant la barrière arbitraire de l'âge, en comprenant en même temps qu'on est en présence d'un soin qui peut effectivement avoir des conséquences importantes, mais il faut revenir à la base que l'aide médicale à mourir, ça s'inscrit dans un continuum de soins. Alors, l'idée, c'est d'amener à soulager des souffrances qui sont intolérables. Et pour moi, le continuum de soins fait en sorte que le fait que 2 médecins doivent être d'accord pour administrer ce soin-là, ça amène des mesures de sauvegarde qui sont quand même suffisantes pour permettre cette pratique-là. Maintenant, comment que ça devrait s'inscrire? Quelle place les parents devraient avoir ou non? Est-ce que l'accès à l'aide médicale à mourir serait conditionnel de façon absolue au consentement des parents ou non? Est-ce que ce ne serait pas plutôt de judiciariser ces cas-là pour s'en remettre plutôt à la décision du tribunal? Ça pourrait être une autre avenue, en sachant très bien que le nombre de ces cas-là ça sera très faible. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas inonder les palais de justice de demandes d'aide médicale à mourir quand c'est trop volumineux, mais considérant le nombre de cas qu'on aurait à traiter, ça pourrait peut-être être une autre mesure de sauvegarde. Ou est-ce qu'on pourrait soumettre à l'autorisation du tribunal cette décision-là, par exemple? Alors, je ne sais pas quelle forme ça doit prendre. Oui, il y a une contradiction évidente entre ce qui est recommandé par le comité puis notre article 17 actuel du Code civil. Mais pour moi, c'est peut-être des détails éventuellement à régler qui vont au-delà du principe, là. Une autre donnée qui n'est pas abordée directement dans tout cela, c'est j'ai entendu que le degré de maturité des enfants très malades est supérieur à celui d'un enfant du même âge. Donc, un enfant de 11, 12 ans. Puis, je m'entretenais récemment avec le Dr Michel Lallier, qui est chirurgien pédiatrique au CHUL. Il me disait, il annonce des diagnostics de cancer à des jeunes adolescents. Ce sont les enfants qui réconfortent leurs parents. Ouais. Donc, c'est difficile de mettre une ligne, parce que la ligne de 14 ans elle est aussi artificielle ou arbitraire que celle de 18 ou 19. Tu as tout à fait raison. Alors, peut-être qu'on aurait éventuellement intérêt à adopter une approche plus similaire à celle du mineur mature que de s'en remettre à une limite d'âge arbitraire comme le 14 ans. Mais c'est vrai que, en fait, parmi les détracteurs de cette possibilité-là de permettre l'aide médicale à mourir au niveau des mineurs, il y en a plusieurs qui disaient qu'on n'avait pas beaucoup de données, en fait, sur comment les mineurs percevaient leur réalité, même dans le cas de certaines maladies, ou comment même que leur cerveau évolue au niveau du processus décisionnel. Le Conseil des académies canadiennes avait publié 3 rapports, dont un portant sur l'aide médicale à mourir chez les mineurs. Puis une des conclusions était à l'effet qu'eux estimaient qu'il manquait encore pas mal de données pour se prononcer là-dessus. À date, c'est ce qui a été utilisé pour justifier le rapport de politiques qui vont dans ce sens-là. Mais là, le rapport du comité mixte émet une recommandation qui va tout à fait dans ce sens-là. Et je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on est prêt à mettre en place des mesures de sauvegarde solides qui protégeront les plus vulnérables, mais qui ne correspondront pas à un interdit absolu. Est-ce que, selon toi, ça devrait être un critère de mort naturelle raisonnablement prévisible? C'est évoqué comme étant une mesure de sauvegarde qui pourrait probablement être adéquate pour commencer. Puis après ça, il faudra voir quel genre de situation clinique subsiste. Est-ce qu'il semble y avoir encore des iniquités importantes par rapport à ça? Le fait qu'on ne soit pas dans une situation de fin de vie, mais qu'on est quand même qu'on est confronté à une maladie importante, ça nécessite parfois un certain cheminement pour l'accepter. Je ne suis pas neuropsychologue, je ne suis pas pédopsychiatre non plus, alors je ne sais pas comment que le processus évolue, le deuil peut se faire, la compréhension qu'on peut avoir de tout ça. Mais c'est clair qu'un interdit absolu sur toutes les situations cliniques qui ne correspondent pas à la fin de vie, ça me semblerait probablement, encore une fois, inapproprié en fonction des règles qu'on connaît, mais comme première mesure de sauvegarde, ça pourrait être certainement approprié. Ta collègue, maître Jessica Deschamps-Maheu, en entrevue, me confiait, elle avait d'ailleurs fait son mémoire de maîtrise sur l'aide médicale à mourir chez les mineurs. Elle, comme mesure de sauvegarde, elle proposait une souffrance physique et psychologique. Est-ce que tu serais en accord avec ça, ou est-ce que la maladie mentale seule chez le mineur mature et ou âgé de plus de 14 ans
il y aurait une ouverture. Je comprends la question, mais il faut quand même distinguer la santé mentale de la souffrance psychologique. Oui. Donc, une personne qui a un problème de santé physique pourrait avoir des souffrances psychologiques qui lui permettraient d'avoir l'aide médicale à mourir quand même. Écoute, c'est moins de 1% les cas en santé mentale, c'est moins de 1 par année les cas pédiatriques dans les pays du Benelux. Donc, je serais curieux de voir quel genre de cas ça pourrait correspondre, mais peut-être que, encore une fois, dans une perspective de s'acclimater à une certaine réalité, ce serait probablement plus prudent de limiter ça à des problèmes de santé physique qui sont en fin de vie. Mais... En même temps, on conçoit mal qu'un enfant qui soit atteint d'un grave cancer, par exemple, en soins palliatifs, qui est souffrant, que cet enfant-là n'ait pas un certain degré de souffrance psychologique. Donc, ça vient avec, d'après moi. Oui, puis je te dirais aussi qu'en santé mentale, puisqu'on se dirigerait de toute façon dans une perspective de plusieurs années pour arriver à conclure qu'il y a un problème qui est réfractaire, puis qui correspond là, aux critères d'irrémédiabilité qu'on retrouve à la loi, probablement que ça pourrait exclure en partant la clientèle mineure. Là. Tu l'as dit plusieurs fois, mais... peut-être qu'on peut conclure là-dessus. Le débat sur l'aide médicale à mourir via le consentement substitué, pour toi, c'est hors de la question? Hors de la question, absolument. OK. Mais est-ce que tu peux concevoir que ce soit quand même amené sur la table éventuellement? Bien, je peux concevoir que ce soit quelque chose qui soit évoqué, discuté, demandé, mais il faudra qu'on arrive avec un argumentaire juridique qui l'appuie, en étant capable de se fonder sur des dispositions de la charte pour pouvoir exiger ce droit-là. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Donc, allons-y. Et en pratique, je le vois. Oui. Là, lorsque j'ai un patient aux soins intensifs qui est maintenu en vie artificiellement, on n'a pas eu le temps de discuter. Peut-être parfois par négligence du côté clinique, le niveau de soins n'a pas été discuté ou c'est une chirurgie urgente. J'ai un patient âgé devant moi qui a un support ventilatoire depuis 10 jours, qui a des antibiotiques, qui a des médicaments pour maintenir sa pression, donc qui est littéralement maintenu en vie artificiellement. Et là, je demande aux enfants, qu'est-ce que vous pensez que votre mère, votre père aurait voulu qu'on fasse dans cette condition-là? Les enfants me disent, c'est à peu près c'est clair et net qu'elle n'aurait jamais voulu se voir comme ça. Le pronostic est presque nul à court terme, donc on peut arrêter tout ce qui est mesures de support, médicaments, ventilation. Et effectivement, les patients décèdent parfois, Jean-François, instantanément. Instantanément, parfois en quelques minutes. Quelle est la différence entre ça, puis d'avoir un patient qui a une démence en stade terminal, alité, recroquevillé sur lui-même, et qu'on demande aux enfants, qu'est-ce que vous pensez que votre mère ou votre père aurait voulu qu'on fasse? Puis finalement, on a un soin, qui est l'aide médicale à mourir, qui est disponible. Je me fais l'avocat du diable. Oui, tu as raison. Puis, cliniquement, on est dans des situations qui sont excessivement similaires. Ça pourrait correspondre à un soin approprié, qui est... souvent, les gens pensent à tort que l'aide médicale à mourir, là, tout ça, ça découle d'une réflexion qui a été menée par des avocats puis des juristes. C'est pas ça du tout. Là. C'est le Collège des médecins qui a commencé la réflexion sur la question. À travers la publication de son rapport sur les soins appropriés. Puis on a jugé que l'aide médicale à mourir. La question qu'on posait, c'est s'il n'y avait pas d'interdit, est-ce que vous pouvez concevoir des situations cliniques où ce serait correct de faire de l'aide médicale à mourir? Et puis la grande majorité des médecins étaient d'accord avec ça. Donc, alors c'est un continuum de soins. Alors, je suis d'accord avec toi dans la condition clinique que tu évoques. Oui, d'un point de vue scientifique, médical, c'est des situations qui sont similaires, puis il pourrait y avoir un remède qui est le même. Par contre, quand vient le temps de revendiquer ce droit-là, on s'appuie sur quelle disposition de la charte pour le revendiquer? Est-ce que ça va être le droit à la liberté? Est-ce que c'est pas toi qui fais la décision? Est-ce que ça va être le droit au respect à l'intégrité physique? Peut-être, mais à quelque part, le respect à l'intégrité physique, c'est l'exercice du consentement. Et c'est pas toi qui le fais, c'est un tiers. Donc, alors, il y a des je pense qu'on manque de poignée au niveau constitutionnel pour exiger ce genre de droit-là, alors qu'il existe en ce moment des alternatives, comme la sédation palliative continue, dont on n'a pas discuté aujourd'hui, mais qui est également définie comme un soin à la loi concernant les soins de fin de vie, et comme la cessation d'alimentation, d'hydratation, avec le protocole de sédation palliative continue, va mener ultimement à cette situation-là. Les gens
ont le loisir maintenant de compléter leur directive médicale anticipée. Même en l'absence de l'aide médicale à mourir, ça existe déjà comme mesure. Donc, je comprends ce que tu dis, mais si quelqu'un souhaitait revendiquer ce droit-là dans un contexte de débat constitutionnel, j'ai de la difficulté à voir en vertu de quel article de la Charte il le ferait. On va peut-être se revoir. Peut-être pour qu'on va en faire discuter. Oui, c'est ça. Ça va me faire plaisir, comme toujours. Excellent. Jean-François, ça fait le tour du bloc principal. Est-ce Oui. que as-tu quelque chose qui te vient en tête, quelque chose qu'on a pas Je pense dit? qu'on a vraiment, honnêtement, abordé des enjeux actuels. Le projet de loi 11 n'est évidemment pas adopté. Donc, tout ce qu'on a discuté par rapport à l'aide médicale à mourir à travers des directives médicales anticipées, il faut retenir que c'est discuté au mois de mars 2023. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un gouvernement majoritaire. Oui, donc ça devrait aller rondement. C'est Puis, j'anticipe pas qu'il y ait beaucoup de débats, peut-être sur certaines technicalités de la loi, là, où je pense pas que c'est nécessairement approprié qu'on en discute en détail dans le cadre de ce qu'on fait en ce moment. Mais bref, il faudra voir où ça va nous amener. Puis, moi, ce que je salue, c'est qu'on se dote de moyens pour évaluer la qualité de nos pratiques. Et c'est en monitorant tout ça, je pense qu'on arrive à des bons résultats, puis à apporter éventuellement les correctifs qui sont nécessaires, si c'est nécessaire d'en apporter. En conclusion, je vais te donner ton bâton de pèlerin. Je vais te laisser changer une chose dans le réseau de santé aujourd'hui. OK, on change quelque chose dans le réseau de santé. Moi, personnellement, je vois un gros problème, comme plusieurs au niveau de l'accès, mais vraiment à travers le problème démographique, là. Je trouve qu'on a annoncé une asymétrie démographique depuis des dizaines d'années qu'on est en train, je pense, de voir puis de vivre, donc avec des besoins populationnels qui sont hyper importants, avec une pénurie de main-d'œuvre qui n'a pas de bon sens. Ma conjointe est impliquée un peu dans le réseau, puis couramment, on parle de postes qui sont affichés à combler, donc j'aurais juste le goût de faire apparaître un paquet de gens pour répondre à la demande, puis de pouvoir combler ces postes-là. Puis je suis convaincu que ça pourrait être une partie de la solution dans le réseau, d'apporter des bras, puis d'apporter de l'énergie, puis mobiliser les gens pour être capable d'offrir les soins. À la base, si on avait une infinité de ressources, évidemment, le problème serait déjà réglé. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on est comme face à une catastrophe annoncée qu'on a regardé venir tranquillement, pas vite, sans vraiment prendre les mesures adéquates pour y répondre. Puis là, on y fait face de façon assez drastique. Je pense que c'est la pointe de l'iceberg. Probablement. Alors, Jean-François, merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Toujours un plaisir, Jean-Pierre, puis n'importe quand. À la prochaine. Ça marche. Bye. Ciao.